de nommage de compte. Aujourd'hui avec Ethereum, donc comme j'ai dit, on utilise une adresse publique qui n'est pas forcément parlante. Avec EOS, on peut carrément nommer son compte. Donc forcément, le nommage, il sera unique. Par exemple, moi j'ai un compte, je l'appelle Jonathan. Il n'y aura qu'une personne qui peut avoir le compte Jonathan, hein. Donc là, ça va être difficile, Jonathan, ça risque d'être pris assez vite. Mais c'est pas tout. EOS va vraiment loin dans la gestion des comptes. Une autre fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui permet de gérer les permissions d'un compte pour une application décentralisée. Imaginez, il y a un contrat et ce contrat peut définir des permissions pour chaque compte en fait. Ça offre un pouvoir largement augmenté. Alors sur Ethereum, par expérience, je peux vous dire qu'on peut le faire, mais il faut le développer soi-même. Du coup, c'est coûteux en temps et il peut y avoir des failles. Pour iOS, c'est directement intégré dans les fonctionnalités de base de iOS. Et enfin, toujours dans la gestion des comptes, EOS permet un système de récupération d'un compte. Admettons, vous avez un compte EOS, on vous le vole ou vous le perdez, eh ben vous serez capable de le récupérer grâce à un système du protocole EOS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans Ethereum. Ethereum, c'est vraiment dans une idée laisser faire, c'est-à-dire que les gens gèrent leur truc, c'est comme leur coffre-fort. S'ils perdent leur adresse, ils n'avaient qu'à être prudents, ils ne peuvent pas la récupérer. EOS, c'est possible. Encore une fois, EOS va largement plus loin qu'Ethereum. Alors Ethereum, on pourrait qualifier comme un système plutôt anarchiste, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prévu pour, par exemple, mettre à jour le protocole ou par exemple, je ne sais pas, admettons, il y a un contrat intelligent qui pose problème au protocole, eh bien, il n'y a aucun moyen de casser ce contrat, de le supprimer. Personne n'a de contrôle sur ça, en fait, sauf le développeur du contrat s'il a mis une fonctionnalité pour s'autodétruire ou ce genre de choses. Eh bien, EOS, lui, par contre, il permet ce genre de choses. Donc, pour rappel, EOS, on est sur un protocole de preuve d'enjeu avec des représentants. Eh bien, ces représentants, ils peuvent voter, donc il faut qu'il y ait une majorité qui vote pour certaines fonctionnalités qui ont un certain contrôle sur le protocole. Une des fonctionnalités, par exemple, c'est le fait de pouvoir mettre à jour le protocole. Une autre fonctionnalité, c'est qu'ils peuvent bloquer des comptes, réellement bloquer des comptes. C'est-à-dire que s'il y a un compte qui a été relevé comme un peu frauduleux ou un compte qui essaye un peu de hacker le protocole, les représentants sont capables de littéralement bloquer un compte qui interagirait avec le protocole EOS. Ce système de gouvernance ne vient pas de nulle part puisque c'est un problème récurrent dans la crypto-monnaie. D'ailleurs, enfin, en théorie, je m'explique. Aujourd'hui, Ethereum a un vrai problème qui est un frein pour l'adoption, c'est que les utilisateurs des contrats intelligents qui veulent interagir avec les contrats intelligents doivent payer. C'est comme si on demandait à un client, lorsqu'il utilise Amazon, il doit payer pour toutes les requêtes qu'il exécute entre son ordinateur et le serveur de Amazon. C'est le même principe avec Ethereum, c'est vraiment le client qui doit payer l'interaction. Et ça, c'est un frein. Ça veut dire que les clients doivent avoir des Ethers pour interagir avec les contrats. Mais avec EOS, les clients n'ont pas besoin de payer pour interagir avec les contrats intelligents. Par contre, les développeurs, ceux qui créent les contrats intelligents, eux, doivent faire quelque chose pour que les clients peuvent interagir avec les contrats. Et ce quelque chose, eh ben, c'est simplement le fait de mettre en jeu des jetons EOS. Donc mettre vraiment en jeu de bloquer des jetons EOS pour dire j'ai tant de quantité de jetons, je mets tel contrat, je le publie sur la blockchain, donc EOS, je veux que des utilisateurs interagissent, et en fonction du nombre de jetons qu'il a mis en jeu, eh bien, il aura une certaine quantité de ressources utilisées dans le réseau. Car les frais de transaction, et il faut bien le comprendre, ne viennent pas de nulle part. Pour le cas de Ethereum, ça vient du fait que les mineurs, lorsqu'ils exécutent les fonctions des contrats intelligents, ils doivent utiliser de la ressource, hein, normal, hein, on exécute une fonction. Eh bien, pour EOS, c'est pareil, on exécute une fonction. Sauf que là, il n'y a pas de frais qui seront alloués aux mineurs, enfin aux producteurs de blocs qui vont exécuter les fonctions. C'est vraiment le développeur, en bloquant une certaine quantité de jetons, va pouvoir dire « Ok, mon programme va devoir utiliser une telle quantité de ressources ». Une autre énorme différence, c'est la manière dont iOS et Ethereum gèrent leur propre protocole. Alors là, on va parler un peu plus technique, mais vous inquiétez pas, hein, je vais être très simple. C'est que Ethereum a plutôt une vision d'état, en fait. Il enregistre toutes les données des contrats intelligents, c'est-à-dire qu'un contrat intelligent, je le rappelle, c'est un contrat, hein, c'est un programme même, qui est exécuté en fonction de certains événements. Eh bien, les états du contrat sont enregistrés, c'est-à-dire que, admettons, sur le contrat, il y a une valeur 10 euros. Eh bien, si cette valeur change et que je mets 5 euros, ce 5 euros-là, c'est un état, en fait, il est enregistré dans la blockchain d'Ethereum. Pour EOS, l'approche est complètement différente. Eux, ils s'intéressent à l'événement. Imaginez un projet en crowdfunding sur Kickstarter. Eh bien, un événement, ce serait le moment
où le projet atteint les fonds dont il a besoin. Admettons, il a besoin de 100 000 euros, et bah quand il arrive à 100 000 euros, il y a un événement, il a atteint ce dont il a besoin. Et cette approche permet une chose à EOS, c'est de pouvoir faire de l'exécution en parallèle. Alors pour faire très simple, aujourd'hui il faut voir Ethereum comme un ordinateur.